Voilà, je pense que nous sommes au complet. Je vous remercie d'être venus en nombre pour participer à cette dernière table ronde que nous organisons de la série d'auditions que nous avons commencé en début d'après-midi avec une table ronde sur l'isolation, une autre table ronde sur les matériaux biosourcés et donc aujourd'hui, pour terminer, cette table ronde sur les énergies qui rassemble bien sûr plusieurs acteurs du secteur de l'énergie. Alors, nous recevons ainsi les représentants de 5 organismes. J'espère que je n'oublierai personne. Monsieur Bruno Capdordy, vice-président de l'INES, et Madame Anne-Sophie Périssin-Faber, qui est déléguée générale, constituée de 38 entreprises. Alors, je ne sais pas si on dit l'INES, et l'Alliance des industriels proposant des solutions électriques et numériques au service des bâtiments et de leurs occupants. Madame Cindy Demichel, présidente et cofondatrice de Celsius Énergie, start-up de géoénergie, représente le collectif France Géoénergie, aux côtés de Madame Armelle Langlois, directrice du pôle performance durable de Vinci Construction. Ce jeune collectif, créé en novembre 2022, a pour mission de rendre visible le potentiel et la pertinence de la géothermie et d'accompagner particuliers et professionnels dans le déploiement de cette solution de chauffage et de rafraîchissement. La Fédération des services énergie-environnement, la FEDEN, est représentée ici par M. Pierre de Montlivaud, son président. La FEDEN regroupe 7 syndicats et 500 entreprises engagées pour l'efficacité énergétique, le développement d'énergies renouvelables et la récupération thermique. Madame Christine Goubet-Milot représente l'Union française de l'électricité en sa qualité de présidente. L'UFE regroupe 500 entreprises et représente l'ensemble des acteurs qui sont présents sur la chaîne de valeur du secteur électrique français. Enfin, M. Thierry Chapuis, président de France Gaz Maritime et délégué général de France Gaz, représente ce syndicat professionnel de l'industrie gazière française qui couvre le gaz naturel, renouvelable, l'hydrogène et le GPL. Mesdames et messieurs, dans vos diverses fonctions que je viens de rappeler, vous intervenez dans le domaine de l'énergie dans différents secteurs, géothermie, réseau de chaleur, gaz, énergie renouvelable, électricité, pilotage des consommations. Afin d'atteindre nos objectifs de décarbonation à horizon 2050, le secteur du logement doit drastiquement diminuer ses consommations d'énergie et réduire ses émissions de gaz à effet de serre. L'optimisation des consommations et le recours à des modes de chauffage décarbonés sont 2 solutions communément admises pour y parvenir. Si l'électrification des modes de chauffage contribue à la décarbonation du secteur, le tout électrique n'est pas une solution envisageable. Il s'agit d'une impasse technique, nos capacités de production n'étant pas en mesure d'alimenter un parc de logements massivement chauffés et refroidis à l'électricité. Quelles opportunités peuvent donc offrir les réseaux de chaleur et la géothermie en termes de décarbonation et d'efficacité énergétique? Ces 2 modes de chauffage et de refroidissement semblent insuffisamment développés au regard de la qualité, telles que de faibles émissions de chaleur issues de sources d'énergie renouvelables en majorité, de facilité de raccordement ainsi que de confort d'été. De même, quelle perspective le biogaz peut-il offrir? Cette source d'énergie décarbonée peut-elle participer à une diversification du mix de chauffage et d'eau chaude sanitaire du logement? S'agissant de la diminution de nos consommations, comment les solutions de pilotage peuvent-elles être massifiées afin de garantir une optimisation et donc une baisse des consommations ainsi qu'une prise de conscience collective de nos usages?
Finalement, pour assurer une réponse et une adaptation du secteur, quels sont les besoins en termes de formation, tant des jeunes que des professionnels actifs pour vos filières? Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions, donc il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct, mais également en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Aussi, je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Donc, je vous propose de commencer par vous, Monsieur Bruno Capdordy, et ensuite, les uns à la suite, de vous demander de bien vouloir vous prêter à ce formalisme de prêter serment. Si vous êtes amené à prendre la parole, monsieur, également. Voilà, on va le faire par mesure de précaution. Voilà, donc je vous laisse la parole aux uns et aux autres, et ensuite notre rapporteur, mais également les membres de notre commission qui assistent à l'audition pourront bien sûr vous poser un certain nombre de questions complémentaires par rapport à ces questions un peu plus générales que j'ai souhaité vous poser dans mon propos introductif. Donc je ne sais pas si vous voulez commencer par ordre, on va commencer par vous, et puis après on défilera si vous le voulez bien. Merci. Vous mettez votre micro, qui doit être... Voilà, c'est parfait. Est-ce que tout le monde m'entend? Donc, Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames les rapporteurs, merci de l'opportunité pour le syndicat IGNES de vous présenter nos propos concernant les solutions de pilotage dans le logement. Donc, je rappelle très brièvement qui est IGNES. IGNES est un syndicat de fabricants présidé par Benoît Coquart, qui est le directeur général du groupe Legrand. Ce sont effectivement 40 entreprises françaises et européennes qui sont basées principalement en France et en Europe, qui représentent 300 000 emplois en Europe et 100 000 emplois en France. Ce sont des industriels qui travaillent, des PME, des grands groupes et des ETI qui travaillent sur les solutions électriques et numériques du bâtiment. Qu'est-ce qu'on entend par solutions électriques et numériques du bâtiment? On entend tout ce qui va être l'infrastructure de distribution électrique, numérique et d'énergie dans les logements ou dans les bâtiments. Et on parle de logements ou de bâtiments qui sont généralement inférieurs à 1000 m². Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans ces bâtiments et ces logements qui sont inférieurs à 1000 m²? C'est qu'on a un double effet, faute d'équipement dans ces logements et dans ces bâtiments. On a deux impacts. C'est le premier, l'inconfort. Le deuxième, une situation de gaspillage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inconfort aujourd'hui dans les bâtiments et dans les logements est géré ou est issu d'un manque de pilotage des consommations énergétiques dans les logements et dans les bâtiments, et principalement un manque de pilotage de chauffage. Et quand on dit un manque de pilotage de chauffage, on pense au pilotage pièce par pièce. Le deuxième impact qu'on voit aujourd'hui, c'est une grosse source de gaspillage parce que vous avez dans les logements et dans les bâtiments la possibilité de gérer pièce par pièce ou usage par usage. Et aujourd'hui, le manque de déploiement de ces solutions de pilotage engendre des effets assez facilement compréhensibles. Quand vous êtes parent d'une famille avec 2 enfants, vous allez avoir jusqu'à 24 gestes d'économie à faire par jour si vous voulez atteindre les objectifs de baisse de consommation. Donc vous partez le matin au travail, vous allez devoir faire le tour de tous les chauffages pour éteindre tous les chauffages ou baisser la température de ceux-ci. Quand vous revenez ou quand vos enfants partent en décalé, ils vont devoir faire le même geste. Donc aujourd'hui, c'est une situation d'inconfort ou de non-opérationnalisation des gestes d'économie d'énergie pour les familles qui sont dans cette situation-là. Deuxième élément, aujourd'hui, on parle de gaspillage parce que si vous oubliez en partant
de baisser la consommation d'énergie. Ou alors, si vous dites le soir, j'ai oublié, avant d'aller me coucher, de baisser la température dans votre salon, votre salle d'eau ou la chambre ou le bureau de personnes qui ne sont pas là, finalement c'est une consommation qui va se dérouler toute la nuit. Donc là encore une fois, on pense que les situations ou les solutions de pilotage permettent de résoudre justement ces gaspillages et donc ce gaspillage énergétique qu'on peut constater à la fois dans les petits bâtiments ou dans les logements. Dans le parc actuel, on trouve des solutions de pilotage, on trouve des thermostats, mais on le voit, les technologies sont plutôt usagées, et donc on a des technologies des années 70 dont l'interface utilisateur sont assez éloignées des interfaces utilisateurs qu'on peut connaître aujourd'hui, et donc des ménages ou des utilisateurs de bâtiments qui ne sont plus en situation de piloter correctement ces bâtiments ou ces logements. On a besoin d'apporter de la finesse, on a besoin d'apporter de la réactivité et on a besoin de s'adapter à la nécessité du pilotage de la chaleur dans les logements. Et c'est pour ça qu'on pense que massifier ces solutions de pilotage est un élément extrêmement important. Aujourd'hui, bien entendu, vous avez votre chaudière, votre pompe à chaleur qui sont équipés d'un thermostat programmable. Néanmoins, ce thermostat programmable, il est sur la chaudière. Vous avez peur de le toucher, ou la majorité des Français ont peur de le toucher, de peur de dérégler le dispositif de chauffage. De plus, ce dispositif de chauffage, il régule une seule prise de température au lieu de faire du pilotage pièce par pièce. Et c'est la deuxième chose qui nous semble extrêmement importante, c'est piloter pièce par pièce ou piloter à minima par zone d'utilisation du logement et du bâtiment. C'est un grand facteur d'économie d'énergie et ça permet de s'adapter au cycle d'utilisation du logement. Aujourd'hui, donc vous l'avez compris, nous, notre objectif, c'est de montrer, en tout cas d'exposer le fait que dans toutes les expérimentations ou dans tous les déploiements qu'on a pu faire, le pilotage des consommations via un thermostat plus fin qui va agir pièce par pièce, usage par usage, va permettre de réaliser des économies substantielles sans y penser, donc en simplifiant le geste d'économie d'énergie. Et on le voit, ça faisait partie de la notion d'inconfort qui était évoquée, et va permettre de réduire la facture d'énergie parce que justement le fait de s'adapter au cycle d'utilisation des différentes pièces et du logement, ça va vous permettre de consommer quand vous en avez besoin, au moment où vous en avez besoin, avec l'intensité dont vous en avez besoin. Vraiment, ces trois paramètres-là qui sont extrêmement importants. Ce sont des solutions qui sont en auto-apprentissage, donc elles apprennent l'inertie du logement, elles vont s'adapter en fonction de la durée ou du temps de chauffe du logement, elles ne vont pas chauffer pendant 30 minutes si seules 15 minutes sont nécessaires, donc elles vont compenser finalement la méconnaissance de l'inertie thermique des bâtiments, et ce sont des solutions qui vont être également automatisées, donc ça va permettre à un particulier de ne pas regarder tous les jours comment moi je dois adapter pièce par pièce ou thermostat par thermostat ou radiateur par radiateur, ma consommation d'énergie. On a vu qu'il y avait un réel gisement d'économie d'énergie sur ces solutions-là. Donc, quand on parle de réel gisement d'économie d'énergie, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ADEME a publié une étude sur les thermostats connectés qui montre qu'on est en capacité de faire jusqu'à 15% d'économie d'énergie. Nous, ce qu'on voit dans les études qu'on a pu faire et les déploiements qu'on a pu faire, c'est que si vous étendez ça au système de pilotage connecté, c'est-à-dire en pilotant vraiment pièce par pièce, on peut aller jusqu'à 20% d'économie d'énergie, voire dépasser ces 20% d'économie d'énergie. Donc, on le voit, les solutions de pilotage de chauffage généralisées dans un logement sont un apport pour les ménages et elles ont finalement 4 effets qui sont induits, donc qui, lorsque vous développez ces solutions de pilotage, vont permettre d'avoir d'autres effets. Le premier, c'est limiter l'effet rebond. Quand vous allez isoler un logement, quand vous allez déployer une nouvelle technologie de chauffage, vous avez généralement des ménages qui vont commencer à chauffer un peu plus. Et donc là, avec la technologie de pilotage qui est associée au déploiement de l'isolation, associée au déploiement d'une nouvelle source de chauffage, vous allez abaisser cet effet rebond. Le deuxième effet qui est extrêmement important, c'est l'adaptation du logement aux personnes âgées. Ça va accompagner les personnes âgées justement dans l'utilisation de leur logement. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir un système qui est automatisé, qui va se réguler automatiquement, et donc on va accompagner les personnes âgées qui souhaitent rester dans leur logement. Troisième élément, c'est le retour sur investissement. Ce sont des solutions qui sont peu onéreuses, qui nécessitent très peu d'installation, entre 1 et 3 heures d'installation. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir déployer massivement et rapidement ces technologies-là. Et donc on estime qu'on a un retour sur investissement entre 3 et 5 ans.
Enfin, c'est des solutions qui vont permettre également de répondre à des besoins de flexibilité dans les logements. Pourquoi? Parce qu'elles vont permettre de réagir immédiatement à des signaux qui sont renvoyés. On l'a vu et on l'a vécu cet hiver avec le signal EcoWatt rouge qui était relayé sur les différentes applications des différents industriels qui ont déployé ce genre de technologie en France. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les politiques publiques qui sont déployées autour de la rénovation du logement sont des publics qui fonctionnent finalement par technologie. Et nous, on pense qu'il faut raisonner dans l'ensemble et finalement désiloter les différents sujets entre isolation, chauffage, pilotage, et avoir une vision d'ensemble du logement. Et il faut également désiloter cette notion de confort et de gaspillage en hiver, tout comme de confort et de gaspillage en été. Et donc, le deuxième élément qu'on se propose finalement d'introduire, c'est cette notion de confort d'été ou de lutte contre le gaspillage d'été. Parce qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, qui ne se profile pas mais qui est actuel, on voit finalement une accélération des coûts de climatisation, de ventilation, ou alors des logements qui ont été déployés avec des technologies d'isolation, et donc des logements qui vont devoir finalement se réguler, se climatiser d'une manière pas forcément forcée au travers de la climatisation. Donc c'est pour ça que, là encore une fois, les technologies de pilotage qu'on observe aujourd'hui dans le logement, donc ces technologies de pilotage qui permettent de réguler l'apport de calories l'hiver avec un pilotage des volets roulants et d'apport de calories l'été avec un pilotage justement des occultants pour éviter d'avoir la chaleur qui augmente trop dans le logement, combiné au fait que la nuit, vous allez pouvoir également piloter l'ouverture des volets pour avoir un appel d'air frais avec des systèmes de brassage dans le logement, et bien vous allez avoir justement une régulation de la température qui va vous permettre de mieux vivre dans votre logement et de moins subir les effets du réchauffement climatique. Ce n'est pas suffisant, mais en tout cas, ça va permettre dans beaucoup de cas d'avoir un meilleur confort justement en été. Aujourd'hui, quand on regarde finalement le pilotage dans le logement sur la climatisation, on a également des effets de gaspillage, puisque là encore une fois, si vous ne pilotez pas bien votre climatisation dans les logements, vous allez gérer votre climatisation comme le chauffage, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas là, ou alors quand vous êtes absent, quand vous partez en vacances, on voit des dispositifs qui continuent à consommer de l'énergie. Là, encore une fois, avoir un système de pilotage qui permet de réguler et d'adapter à l'usage du logement, c'est aussi un facteur d'amélioration de la performance énergétique et de décarbonation de ceci. Donc, aujourd'hui, cette notion de sobriété ou de confort d'été, d'hiver, elle est inexistante dans les travaux, et donc on pense qu'il faut l'introduire pour justement bien considérer ces deux cycles d'utilisation du logement, l'hiver et l'été. Je passe maintenant la parole à Madame Anne-Sophie Péry-Saint-Faber. Alors, je vais vous faire moi un petit focus justement sur les différents dispositifs publics et comment effectivement les solutions de pilotage sont ou ne sont pas prises en compte dans ces dispositifs. Donc clairement aujourd'hui dans la RE 2020, donc dans l'aspect neuf, on va avoir une prise en compte significative des enjeux à la fois de sobriété d'été, avec des indicateurs dédiés, que ce soit le degré heure d'inconfort ou le BBO, mais aussi cette notion de pilotage du chauffage par pièce. Pour autant, on n'a pas encore cette notion de pilotage connecté qui va être intégrée dans la RE 2020, mais globalement, on considère que les signes, et en tout cas les technologies qui sont adressées par ces enjeux sont bien couverts au niveau du neuf. Par contre, il n'en est pas du tout de même côté rénovation. Donc côté rénovation, dans MaPrimeRénov' aujourd'hui, ces solutions n'existent pas. On fait la proposition côté business avec d'autres partenaires d'ailleurs autour de la table depuis longtemps pour qu'il y ait un bonus en fait au moins sur les thermostats dans les différents gestes de MaPrimeRénov'. Autrement dit, quand je change ma chaudière, je pourrais aussi avoir un bonus pour installer à ce moment-là des thermostats, ou quand je fais une rénovation globale, je pourrais aussi avoir ce bonus sur les thermostats. Donc MaPrimeRénov' aujourd'hui rien. Côté C2E, donc on a des C2E sur les solutions de thermostat. Malheureusement, c'est des C2E qui sont ce qu'on appelle à faible montant. Ils vont vous rapporter entre 20, 30, 40, 50 euros maximum. Ce qui fait que ce sont des C2E qui ne sont pas du tout utilisés, puisque personne n'en veut. C'est trop lourd à porter pour le professionnel, c'est trop lourd à porter en instruction aussi pour les énergéticiens. Et donc, on a vraiment cette problématique de distribution des C2E pour les faibles montants.
Donc il y a un programme aujourd'hui qui s'appelle OSCAR, dans le cadre des programmes C2E, dans lequel on essaie de mettre en place une solution qui permettrait de mieux les distribuer à travers les distributeurs professionnels. Mais à aujourd'hui, hein, c'est encore pas en place. L'autre élément sur les C2E qu'on voulait porter à votre connaissance, c'est les enjeux des C2E sur les solutions de sobriété d'été. Donc clairement, tout ce qui va être protection mobile, hein, des volets, des stores, et tout ce qui va être aussi automatisation des ouvertures. Donc là, aujourd'hui, notre principale difficulté, c'est que les règles en place valent que la situation de référence dans les C2E implique, pour bénéficier d'un C2E sur les solutions de sobriété d'été, que le bâtiment soit climatisé. Voilà. Donc ça, c'est pour nous une réelle ineptie réglementaire qu'on aimerait voir bouger, puisque en fait, ça incite en fait ça incite à d'abord mettre en place une climatisation avant même de pouvoir finalement installer des solutions de sobriété en énergie qui vous auraient peut-être permis de gagner quelques années avant l'utilisation de la climatisation et qui, dans tous les cas, de toute façon, vous empêcheront, en fait, ou limiteront, concourront à limiter l'utilisation de la climatisation. Donc pour nous, c'est une vraie ineptie réglementaire et on aimerait bien que ce point-là puisse bouger. On comprend tout à fait que dans d'autres circonstances, cette règle, elle soit pertinente, mais dans le cas d'espèce, elle ne l'est pas. Et l'autre élément, c'est que si on veut vraiment intégrer en fait l'adaptation des logements au réchauffement climatique, il faut aussi s'interroger sur les scénarios climatiques qu'on utilise aujourd'hui, notamment pour ces C2E, et nous on plaiderait pour que dans le cadre des solutions de sobriété d'été, on puisse aussi avoir un calcul de QMAC qui soit basé sur des scénarios prospectifs pour que finalement la valeur qu'on apporte sur ces solutions, elle soit bien mieux valorisée que ce qu'on pourrait faire avec un calcul sur des scénarios passés climatiques. Donc ça, c'est au niveau des C2E. Donc, au niveau du DPE, donc on est aussi très mal traité dans le DPE. Alors, il y a quelques éléments, premières informations qui existent tout de même. Dans le DPE, il y a aujourd'hui donc une information sur le niveau de confort d'été avec des petits smileys rouge, orange et vert, mais qui sont finalement basés que sur la présence ou non d'un logement traversant, de brasseurs d'air ou de volets. On n'a aucune information sur ni la performance de ces solutions, ni la qualité de ces solutions. Donc c'est aujourd'hui très insuffisant. On a une autre information éparse dans le DPE qui concerne au niveau de la description des équipements techniques, où on va avoir une case pilotage, où là aussi on va vous répondre présence oui ou non de solutions qui permettent une régulation plus que basique du chauffe-eau, puisqu'on est juste sur un mode, l'existence d'un bouton qui fait jour-nuit en fait sur votre radiateur. Et donc ça c'est juste l'information, et au niveau de la valorisation bien sûr dans la méthode de calcul qui donne l'étiquette énergétique, bien évidemment ces solutions sont aussi très mal valorisées, voire quasiment inexistantes dans les calculs. Donc c'est des points pour nous importants qu'on puisse faire bouger en fait le DPE, parce que ça reste et c'est devenu un élément clé en fait de discussion, de compréhension des enjeux, de proposition aussi pour les professionnels et de dialogue. Et donc il nous semble essentiel qu'on puisse intégrer ces éléments de sobriété dans le DPE, à la fois de façon informative, avec effectivement une description claire des équipements présents dans votre logement, et puis bien sûr une valorisation autant que possible dans la méthode, puisque sur l'étiquette, il y a des économies d'énergie réelles qui sont à la clé. Et puis enfin, dans les recommandations aussi des diagnostiqueurs qui peuvent être faites sur ces solutions. Donc aujourd'hui, en résumé, vous voyez qu'on est très loin d'avoir intégré ces enjeux, à la fois de sobriété d'été pour l'adaptation des logements, ces enjeux de pilotage dans les réglementations concernant l'existant. Très bien. Mesdames. Bonjour. Merci pour cette opportunité donc donnée à ce nouveau collectif, France Géoénergie, qui est né donc en novembre dernier, suite à plusieurs actions du le rapport sorti par le Haut Commissaire au plan, Commissariat au plan urgence climatique, la géothermie
de surface, donc cette géoénergie, une arme puissante contre le réchauffement climatique et pour la stratégie énergétique française, et le plan national donc, qui est sorti en février par les ministères, et notamment Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher. Donc France Géoénergie, on regroupe déjà une quarantaine d'acteurs du monde du bâtiment, donc beaucoup d'usagers, pas seulement, et des professionnels et des usagers, donc usagers des énergéticiens, des membres des entreprises de construction, des professionnels du monde de l'immobilier, donc des foncières, des promoteurs, et puis des professionnels de la géothermie. À l'origine de ce collectif, l'Université de la Ville de Demain et de l'Institut Palladio, porté par la Fondation de France. Et donc cette envie de systématiser le recours à la géoénergie, donc cette géothermie dite de surface, et j'y reviendrai. Donc ça a été porté par différents acteurs, dont Celsius Energy, dont Equance, dont le BRGM, et vite rattrapé par tous ces acteurs qui s'engagent aujourd'hui. Peut-être, je vais commencer par la géothermie n'est pas nouvelle, parce que la géothermie, c'est depuis des milliers d'années. Mais juste une toute petite réflexion sur ce qu'est la géoénergie, donc la géothermie de surface. Donc il y a deux types de géothermie, et je laisserai mes amis de la FEDEN parler de celle qui va sur réseau de chaleur pour une ville. Donc, si j'enlève ça, hop. Il y a la géothermie dite de surface, géoénergie, qui va chercher sous le bâtiment, dans les 200 premiers mètres sous le bâtiment, une batterie de calories. Et elle va les prendre en hiver pour chauffer le bâtiment et les remettre en été pour climatiser. D'accord, on chauffe et on refroidit grâce à cette géothermie dite de surface. Donc c'est à l'échelle d'une maison, d'un bâtiment, d'un quartier. Et ensuite, on a la géothermie qui va aller beaucoup plus profond. On va aller là à plusieurs centaines de mètres, milliers de mètres, et on va aller chercher un aquifère à 1500 mètres par exemple sur Paris et faire des réseaux de chaleur. Et là, c'est vraiment donc le domaine notamment de la FEDEN qui en parlera mieux que moi. Et avec ces réseaux-là, on va aller chercher donc très profond, aller chercher de la chaleur et faire des réseaux de chaleur. Et ensuite, on a une autre partie qui est plus anecdotique en France, qui va aller chercher de l'électricité. Donc là, j'ai mis un petit volcan c'est plutôt donc dans les outre-mer, on va aller chercher ça. Donc France Géoénergie se focalise sur cette partie-là. Donc on est vraiment à l'échelle d'un bâtiment et on va faire du chaud et du froid. Quel meilleur exemple que d'être ici au Sénat, puisque le Sénat est chauffé et refroidi par géothermie de surface. Donc imaginons ce bâtiment-là qui était connecté au gaz auparavant, certainement, et qui finalement est allé se connecter à cette batterie de calories. Et alors, je vous propose une visite des installations du Sénat après, avec grand plaisir. On pourra s'organiser ça, si vous le souhaitez, avec un très grand plaisir. C'est une installation de 2017. Ah, d'accord. Voilà, une installation de 2017, et on fera venir les professionnels qui ont participé à ça avec grand plaisir. Donc, ce bâtiment chauffé au gaz, quand il s'agit de se connecter à la Terre, finalement, on a fait deux puits et on est allé chercher cette chaleur. Et donc, l'idée, c'est vraiment de mettre une prise à la Terre et d'aller se connecter à cette batterie, d'aller chercher la chaleur en hiver pour chauffer le bâtiment à l'aide d'une pompe à chaleur. Donc, on est vraiment sur de la pompe à chaleur géothermique. Et donc, on prend la chaleur en hiver pour chauffer le bâtiment. Et en été, on va prendre la chaleur estivale du bâtiment et recharger le sous-sol. Comment est-ce qu'on climatise en général? On en a parlé tout à l'heure. Comment on climatise? C'est qu'on prend la chaleur d'un bâtiment et on la rejette dans la rue. C'est ça, climatiser. Et donc, on participe aux îlots de chaleur urbains, etc. Alors que là, avec la géothermie, on prend cette chaleur et on va la restocker dans le sous-sol pour pouvoir la réutiliser l'hiver prochain. Donc, il n'y a rien de plus vertueux. Et quand on remplace le gaz par de la géothermie, ici, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé par 4 la consommation d'énergie de ce bâtiment et par 10 les émissions carbone. Donc c'est ça la géothermie. On divise par 4 l'énergie et par 10 le carbone. Donc tout ça, c'est évidemment, ça a été calculé par des analyses de cycle de vie global. Et évidemment, dans les politiques de rénovation, en fait, là où s'inscrit cette géothermie, c'est qu'on est vraiment dans une démarche de rénovation globale en prenant, pourquoi pas, en étape numéro 1, la sortie du fossile.
sortie du fossile pour le neuf, évidemment, et pour la rénovation, l'idée, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur l'existant, donc du gaz ou du réseau ou d'autres choses, et faire des systèmes hybrides. Donc France Géoénergie, en fait, a vraiment vocation à être un bras armé opérationnel. Donc, nous ne sommes pas nous ne sommes pas des professionnels des affaires publiques, mais nous sommes vraiment des entreprises engagées pour opérationnellement systématiser ce recours. Au niveau des aides, et Armelle en parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure, le fonds chaleur de l'ADEME est évidemment le gros levier. Il n'y a pas, je dirais, dans la méritocratie du fonds chaleur, la géothermie la géoénergie arrive en deuxième position. Les réseaux de chaleur sont là également. Et en termes de subventions et d'argent investi pour décarboner, la géothermie de surface est quasiment imbattable en termes d'euros par tonne de carbone évité. Si je dézoome un petit peu et que je regarde nos amis européens, et notamment par exemple la Suisse installe 8 fois plus de géothermie de surface, de géoénergie que la France, pour un pays qui est 8 fois plus petit. Donc il y a énormément de marge. Et quand je vais vous montrer ce petit schéma ici, en fait, en France, il n'y a que 97% du territoire qui est éligible. 97%. Donc ça, ce sont évidemment des chiffres du BRGM et de toute la filière. Partout où il y a de la terre, finalement, il y a de la chaleur et il suffit de créer cette prise à la terre, cet échangeur thermique pour aller chercher cette chaleur. Donc il y a plusieurs techniques qui existent. À Paris, comme le Sénat, il y a de l'eau qui court à 30 mètres sous nos pieds et on va aller la chercher. Là où on n'a pas d'eau, en fait, on va aller chercher directement la chaleur du sol, faire un échangeur thermique pour ramener ça à disposition d'une pompe à chaleur. Donc le potentiel est gigantesque. On parle de au moins 100 TWh qui seraient disponibles sur le sol français. Et c'est exactement ce dont c'est pour l'argent le mieux investi par l'État et pour un projet évidemment écologique, énergétique et social, parce que quand on voit évidemment les factures qui ont explosé ces derniers mois, il est évident que le Sénat a économisé énormément d'argent en étant chauffé à la géothermie. C'est le maire de Chartres, le vice-président de la métropole de Chartres, qui disait qu'il avait divisé par 10 sa facture énergétique en branchant sa mairie. Et on peut imaginer, donc un des acteurs qui est intéressé également par ce sujet, c'est la direction immobilière de l'État, 100 000 m² de bâtiments. Si l'État était connecté à cette ressource inépuisable, on imaginerait le poids qu'on enlèverait des ressources des factures de l'État. Je ne parle même pas de la souveraineté, puisque c'est une énergie évidemment locale. Je suis géologue de formation et c'est pour ça que je serais contente de vous en dire un peu plus. Sur les enjeux, on en parlait de passer l'hiver. Comment on passe l'hiver? Évidemment, en se connectant à des ressources locales. Sur un projet, alors nous, ça ne prend pas quelques heures d'installation, mais ça prend quelques mois. Si on se décide aujourd'hui pour passer un bâtiment en rénovation à la géoénergie, on va prendre quelques mois, on sera prêt pour le prochain hiver. Évidemment, il y a les enjeux de passer l'été, on en a parlé. Comment on fait en sorte pour que ne se multiplient pas les solutions inefficaces et après avec des nuisances sonores, visuelles et les contributions aux îlots de chaleur, c'est justement pareil, en cherchant des solutions de climatisation certes, mais aussi de rafraîchissement, donc plutôt presque passif, de low technologie, on appelle ça de la low tech, et cette énergie s'y prête particulièrement. En termes de formation, il y a de grands leviers. En termes financiers, une solution de géoénergie, on va avoir un retour sur investissement de l'ordre de 5 à 15 ans, en prenant en compte les aides, notamment du fonds chaleur. On va aborder plus tard des modèles aussi financiers qui permettent de lisser l'investissement de départ et qui vont permettre, et là on a une structuration du marché qui s'opère avec des grands acteurs pour pouvoir lisser cet investissement sur le long terme et avec des entreprises qui vont pouvoir avoir des capacités d'ensemblier et de faciliter tout ça. On parle en fait de la géothermie, de la géoénergie comme le sucre rapide de la décarbonation. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui tout de suite, cette étape numéro 1 dont on parle, cette sortie du fossile et divisé par 4 l'énergie, par 10 le carbone. Et c'est une belle image qui nous a été proposée par Nexity et que je reprends fortement. C'est tellement magique qu'on se demande pourquoi on n'en a pas plus.
Donc aujourd'hui, la géothermie, c'est 1% de la chaleur en France. Donc c'est peu. Et on est évidemment à un tournant énergétique évident sur lequel je ne vais pas revenir. Il y a un besoin très très fort de formation du public, du grand public, de formation technique des bureaux d'études, des services techniques, des collectivités, etc. Des territoires aussi. Donc avec France Géo-Énergie, on a 15 villes d'Action Cœur de Ville qui se portent pilotes. Donc des villes comme Sète, comme Draguignan, comme Niort, comme Chartres, comme beaucoup d'autres que vous retrouverez avec France Géo-Énergie et qui veulent déployer massivement, viabiliser finalement leur sol pour non seulement pour réduire leur facture énergétique, mais aussi pour être plus attractifs pour les différentes activités sur leur territoire. Donc on va les accompagner sur ces sujets-là. Et puis de formation des acteurs et des foreurs aussi, puisque c'est une des grandes mesures. Former 7000 foreurs pour pouvoir systématiser ces recours à ces énergies-là. Peut-être je finis juste pour montrer qu'il y a une exposition à une urgence climatique qui s'ouvre et qui a été inaugurée hier par le ministre Béchu, par Jean Jouzel, et dans lequel la géoénergie sera représentée. Alors là, on est plus dans le grand public, mais ça fait partie des choses sur lesquelles, évidemment, il faut jouer. Et je laisse la parole à Armelle pour parler des aides en dehors du fonds chaleur de l'ADEME. Merci beaucoup. Alors, qui dit géoénergie dit, en général, et dans la tête du grand public, un très gros investissement initial. C'est pas faux. C'est même très vrai. Sauf que, comme Cindy l'a bien expliqué, on a des retours sur investissement qui sont rapides, relativement rapides. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on fait un peu de financement structuré dessus, donc via des contrats de performance énergétique, via des opérateurs ensembliers comme le propose le texte France Stratégie, oui, et puis le texte du 30 mars sur le tiers financement. Il est tout à fait possible de proposer des solutions sans mise initiale, donc que ce soit pour les propriétaires, et où l'opérateur est rémunéré sur les économies qui sont générées. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont amenées à se déployer et qui vont lever le frein initial au déploiement de cette géoénergie qui est le CAPEX. Ensuite, il y a des sujets de temps. Les certificats d'économie d'énergie sont des outils qui sont formidables sur des gestes qui sont rapides. Voilà. Quand on lance une rénovation globale, à partir du moment où on engage, jusqu'à la réception, il peut se passer 2 ans, 3 ans sans aucun problème. Et là, le sujet, c'est que les certificats qui étaient initialement engagés ne sont plus valorisés de la même manière. Donc, finalement, on se retrouve avec des C2E sur lesquels on ne compte pas dans leur globalité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on change de période de C2E, etc., finalement, ça a un effet rétroactif sur les engagements que soit les constructeurs, soit les maîtres d'ouvrage ont pris par rapport à ces certificats d'économie d'énergie. Ensuite, concernant ma prime rénov', ce qu'il faut comprendre, alors je vais donner l'exemple d'une copropriété. S'il y a une copropriété qui veut être vertueuse et qui décide de sortir du fossile, elle va engager des primes rénov'. Et effectivement, elle va en sortir. Puis elle se dit quelques années après, je veux aussi faire mon enveloppe. Et là, elle n'est plus éligible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir un parcours coordonné dans le temps qui permette en fait d'avoir accès à ces aides
Alors, je ne sais pas si ça peut être via un contrat signé initialement, etc. Et qui permettent en fait d'avoir techniquement des travaux qui soient, un, compatibles dans le temps, et deux, soutenables financièrement. Voilà. Je vais laisser la parole à Pierre. Oui, Rebonjour à tous et merci de nous avoir invités parce que dans cette brochette, je crois qu'on partage tous des adhérents, sauf peut-être l'IGNES, mais à la FEDEN, on est des gros consommateurs des techniques et des solutions des entreprises d'IGNES. Puisque la FEDEN, vous l'avez dit, c'est 500 entreprises dont les deux grands métiers, c'est les économies d'énergie et puis la chaleur renouvelable et de récupération. Et ce qui nous caractérise, c'est d'être des exploitants, c'est-à-dire d'être tous les jours dans les bâtiments, donc de devoir concevoir, construire, ensuite exploiter des solutions globales où on va utiliser toutes les différentes solutions, toute la palette de solutions, tant d'économie d'énergie que de changement de combustible, changement de source pour se débarrasser des énergies fossiles et aller vers le décarboné. Donc ça nous donne ce point de vue particulier de regarder ce qui se passe après les travaux, ce qui est toujours un petit peu difficile parce qu'on a souvent des promesses d'économie d'énergie et on est parfois déçu. Les études de l'ADEME le montrent par la réalité des économies d'énergie après ces travaux. Alors notre domaine d'intervention, c'est avant tout la chaleur. Et je voudrais juste vous donner deux chiffres, vous rappeler deux chiffres parce que je pense qu'au Sénat, on connaît ça par cœur, mais la chaleur, c'est 43% des consommations d'énergie du pays. Je ne crois pas qu'on en parle 43% du temps lors de nos grands débats sur la politique énergétique, alors que cette chaleur, elle est carbonée à 65%, encore aujourd'hui. Et ça a été dramatique et ça a été regrettable depuis le début de la guerre en Ukraine, quand on voit les impacts majeurs sur le pouvoir d'achat de l'ensemble de nos concitoyens, la mise en danger de l'équilibre économique d'un certain nombre d'acteurs, parce que les prix du gaz se sont envolés et ont eu des répercussions aussi sur les prix de l'électricité. Donc ça a été dramatique. Il a fallu, en plus ça je trouve ça absolument désolant, dépenser pas loin de 100 milliards d'euros dans des boucliers tarifaires qu'on aurait pu éviter de payer si on avait été dans la prévention et dans la limitation de notre dépendance aux énergies fossiles depuis bien plus longtemps. D'autant plus que les solutions techniques, la géothermie mais plein d'autres, elles sont mûres. On a toute une palette de solutions, tant pour faire ces économies d'énergie que pour changer de fuel. Alors sur les économies d'énergie, vous avez posé des questions, vous avez effectivement gratté là où ça fait mal. C'est comment réussir à passer de ces monogestes à une approche globale. L'approche globale, elle est indispensable si on veut être aux objectifs, non pas 10%, non pas 20%, mais 40% d'économie d'énergie dans les bâtiments. Et pour autant, ce n'est pas simple. Donc notre point de vue, c'est qu'il faut vraiment rentrer dans le détail. Le diable se cache souvent dans le détail et on ne peut pas traiter de la même manière la maison individuelle, l'appartement avec sa chaudière gaz, et puis des logements avec du chauffage collectif, que ce soit les bailleurs sociaux ou les copropriétés, ou que ce soit le tertiaire. Donc pour nous, l'approche globale, qui nécessite un vrai travail d'analyse, de bureau d'études pour identifier le cocktail de solutions les plus appropriées, il est possible à partir du moment où on a une certaine taille de bâtiment et où on a une maîtrise d'ouvrage qui est professionnelle, qui peut rentrer avec l'entreprise dans cette complexité. Donc là, clairement, pour nous, la solution, c'est le contrat de performance énergétique, parce qu'il y a une garantie des résultats d'économie d'énergie. On n'est pas que dans la théorie. En pratique, on doit atteindre la cible. Sinon, ce sont les entreprises de la FEDEN ou d'autres secteurs d'activité qui interviennent sur ce marché-là qui payent la facture. C'est comme ça que ça marche. Vous consommiez 100, on fait un diagnostic, on propose un cocktail d'action pour descendre à 70 ou à 60 en consommation d'énergie. Donc on s'engage là-dessus. Si on ne fait pas bien notre job et que vous consommez 80, c'est à nous de payer la facture. Donc voilà, c'est quand même très engageant. Mais si on fait ça, voilà, il y a un vrai retour sur investissement pour le maître d'ouvrage. Et puisque tout ça est soutenu, et c'est tant mieux par les dispositifs d'État, il y a aussi un retour sur investissement garanti pour les euros publics.
Voilà, on est sûr de ne pas déverser de l'argent sans retrouver les économies d'énergie qu'on souhaitait. Voilà, donc un outil majeur, contrat de performance énergétique. Je remercie cette Assemblée d'avoir voté à l'unanimité cet excellent texte, cette excellente proposition de loi sur le financement différé dans les CPE que tu as mentionné. Voilà, ça c'est un outil simple, il faut juste que le décret sorte très vite, que Bercy coupe pas les cheveux en quatre et ne nous demande pas des études préalables de type partenariat public-privé, parce qu'on sait que ça marche pas, ça fait peur aux collectivités, c'est trop lourd. Donc si on a un dispositif d'application simple, moi je peux vous garantir qu'on va pouvoir massifier. Voilà pour donc les bâtiments d'une certaine taille. Pour la maison individuelle, donc c'est vraiment beaucoup plus compliqué. On n'a pas un maître d'ouvrage professionnel. Il faut, donc le monogeste, ça avait le grand avantage de la simplicité. C'est pour ça que ça fonctionnait comme ça, pour les plus anciens, avec le crédit d'impôt développement durable. Voilà. Il faut aller vers un parcours. Vous mentionniez le parcours dans vos questions. Ça nous paraît effectivement le bon compromis pour ne pas, je dirais, faire que ce soit, entre guillemets, une usine à gaz pour le propriétaire du bâtiment, mais qui est quand même une exigence de faire un cocktail d'actions et puis de le faire de manière, on va dire, fragmentée, mais quand même relativement rapide. Et c'est pas mal de fonctionner comme ça, parce qu'il y a forcément un problème de reste à charge, quel que soit le maître d'ouvrage, et le fait de commencer par des opérations à temps de retour relativement rapides, c'est aussi le moyen de dégager une capacité d'investissement supplémentaire. On arrête de payer des grosses factures, on fait des économies qu'on peut réinvestir successivement dans les différentes étapes du parcours de rénovation. Voilà pour les économies d'énergie. Alors un mot de chaleur quand même. La chaleur c'est formidable. Comme je vous l'ai dit, on a plein de solutions de décarbonation et on sent depuis l'année dernière, je dirais c'est le revers positif de la médaille de cette triste guerre, mais un bouillonnement d'envie, d'initiative. Je pense que tout simplement un maire qui avait une piscine chauffée au gaz et qui a vu son collègue qui, lui, avait installé un réseau de chaleur aux énergies renouvelables et donc qui n'était pas impacté ou peu impacté sur sa facture, s'est dit, bah, tiens, ça vaut peut-être le coup que je regarde si je peux le faire. Les réseaux de chaleur qui existent déjà dans 900 villes en France, vous savez que il n'y a pas d'obligation de raccordement. Les demandes de copropriété, de bâtiments tertiaires qui étaient encore au gaz ou au fioul, de se raccorder aux tuyaux qui passent dans la rue, ont été multipliées l'année dernière entre 3 et 5 par rapport aux années précédentes. Donc c'est majeur, c'est absolument majeur. Et ça nous permet, je pourrais aussi parler de l'industrie, même si ce n'est pas le sujet de votre mission, mais c'est d'avoir une ambition bien plus forte que celle qu'on discutait lors des ateliers de la PPE avant la guerre en Ukraine. On imaginait, dans nos rêves les plus fous, d'aller obtenir 40% de chaleur renouvelable et de récupération à horizon 2030. On a refait l'exercice avec ce qu'on appelle le club de la chaleur renouvelable, notamment le syndicat des énergies renouvelables, Amorce, que vous connaissez bien, mais également les associations spécialisées, la FPG, que vous connaissez bien, le comité interprofessionnel bois énergie, enfin, je vous le donnerai parce qu'il y en a 8, donc je vais éviter de faire toute la liste. Mais voilà, en travaillant sur ce nouveau monde depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, on arrive à une conviction forte qui est que d'ici 2030, on peut atteindre 54% de chaleur renouvelable et de récupération. Et ça dans tous les segments, à nouveau, que ce soit donc l'industrie, que ce soit les réseaux de chaleur ou que ce soit le bâtiment. Je dirais, il faut vraiment faire feu de tout bois. Effectivement, la géothermie a une grosse place. Si je devais quand même faire un merit order, il y a une énergie que je me permettrais de mettre avant, c'est l'énergie de récupération. Parce que quand on a une énergie qui est produite par un process industriel, par la combustion de déchets, ça chauffe les petits oiseaux, comme on dit dans notre jargon. Cette chaleur, il faut la récupérer, elle est de toute façon produite.
Donc on peut faire des choses merveilleuses. Maintenant, on peut alimenter des réseaux de chaleur à partir de data centers. Il y a des chaufferies de combustible solides de récupération qui sont maintenant possibles, qui récupèrent tout le non recyclable qui sort d'un centre de tri de collecte sélective. Donc voilà, ces solutions nous paraissent vraiment importantes et elles sont insuffisamment développées dans notre pays. Et puis ensuite, on a la géothermie, on a le solaire, le solaire thermique. Dans la géothermie, il y a la profonde et la superficielle. Et la superficielle, on peut aussi en faire en réseau de chaleur, hein, avec des réseaux de chaleur qu'on appelle avec des boucles d'eau tempérées. Si on a une nappe pas très profonde, où il n'y a pas forcément suffisamment de degrés pour chauffer directement les bâtiments, on va relever avec une pompe à chaleur et ainsi faire fonctionner notre réseau. Et puis, il y a bien évidemment la biomasse. Alors nous, on est confiants sur la biomasse. Vous entendrez beaucoup Madame Pannier-Runacher dire « Oulala, il ne va pas y avoir de la biomasse pour tout le monde ». Alors elle a parfaitement raison, à 2050, si on cumule toutes les feuilles de route de décarbonation des uns et des autres, ça ne boucle pas. Mais à 2030, avec toutes les études que nous avons menées, donc avec le comité interprofessionnel Boénergie, il y a moyen de faire en baissant la consommation dans le domestique. Pour ça, il ne faut pas chauffer moins de logements au bois, mais il faut remplacer, je caricature un peu, hein, mais le foyer ouvert par des poêles efficaces. Donc là, vous allez avoir beaucoup moins de consommation de bois. Et ça libère des volumes pour aller chauffer des industriels et puis des réseaux de chaleur. Bien évidemment, le biométhane, ça c'est très important pour les réseaux de chaleur. Parce que on est un peu comme le système électrique, on a des besoins de chauffage, c'est bête, mais ça varie en fonction de la température. Donc une chaudière bois ou de la géothermie, ça va être très bien pour faire la base. Il faut qu'on le dimensionne pour que ça marche tout le temps. Donc résultat, on ne va pas le dimensionner pour faire 100% de la demande en cas d'hiver très froid. Or, on a donc des pointes de demande, et pour couvrir ces pointes, il faut qu'on ait un moyen qu'on déclenche extrêmement rapidement, et ça, c'est une chaudière gaz. Donc aujourd'hui, les réseaux de chaleur nouveaux qui sortent, ils sont généralement à 80% de chaleur renouvelable et de récupération, et 20% de gaz. Et donc pour les décarboner à 100%, on a besoin du biométhane de mon camarade. Voilà donc de très belles perspectives, encore une fois, des technologies qui sont matures, j'insiste là-dessus. Bon, il y a un tout petit détail, ça s'appelle le fonds chaleur de l'ADEME, ça a été bien mentionné. Ça coûte 34 € la tonne de CO2 économisée, c'est imbattable. C'est la direction générale du Trésor qui le dit, hein, c'est pas moi. Pour autant, ça stagne à un niveau qui est totalement insuffisant. Donc, pour vous illustrer, c'est un demi-milliard aujourd'hui. Ça va être, en 2023, entièrement engagé au mois de juin. L'ADEME a tous les projets pour consommer d'ici le mois de juin l'enveloppe. En fait, elle en a déjà dans son viseur pour consommer 750 millions d'euros de fonds chaleur. Donc il faut un PLFR, des réaffectations de crédits. Sinon, c'est tout un ensemble de projets qui vont être reportés. Et qui dit reporter, ça peut dire que ça ne se fait pas au final, parce que les gens sont pressés, ou ils ont changé de priorité, ou on a des équipes municipales qui évoluent. Donc il est fondamental que ces projets se fassent. Et quand on trace la trajectoire que je vous ai mentionnée pour atteindre 54%, il faut être à 1 milliard d'euros en moyenne déjà sur ce quinquennat. Voilà. Donc, d'ailleurs, je crois que certaines personnes s'étaient engagées à monter ce fonds chaleur à 1 milliard. Il faudrait honorer cette promesse. Ça, c'est le Sénat qui peut, je crois, faire bouger les lignes, parce que quand je discute avec le ministère de l'Énergie, ils sont catastrophés. La direction du budget et voilà, est ce qu'elle est. Donc, on parle de chiffres qui sont absolument ridicules au regard des 100 milliards d'euros de bouclier tarifaire. Voilà. Donc, entre le conjoncturel et le structurel, je pense qu'il faut essayer quand même de faire du structurel. Voilà, j'ai fini. Merci, Madame. Tout d'abord, bonjour à tous et toutes, et je voudrais saluer l'initiative du Sénat d'évaluation des politiques publiques en termes d'efficacité énergétique. Je crois que la question de l'évaluation au cœur de nos politiques publiques, elle est clé, et donc
voilà, je souligne l'intérêt de cette commission d'enquête sur ce sujet. L'Union française de l'électricité, nous agissons au niveau national, mais nous agissons aussi au niveau européen. Et je voudrais signaler que de grands textes dans le cadre du Fit for 55 sont en discussion actuellement, qui seront très structurants pour le bâtiment. Bien sûr, un texte sur l'efficacité énergétique, mais aussi un texte sur l'efficacité EPBD, performance du bâtiment. Voilà. Donc là, il va y avoir aussi des éléments très structurants pour les travaux de rénovation énergétique dans le futur. Alors ça a été dit par vous-même, effectivement, le sujet du bâtiment, qui est aujourd'hui un des secteurs les plus émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre, c'est à la fois un sujet climatique, mais c'est aussi un sujet social, en termes de facture d'énergie, dans la mesure où l'énergie, effectivement, et le choc de la guerre nous montre qu'en effet, on doit, et du renouvellement de nos mix énergétiques et de l'indépendance énergétique associée à cet enjeu-là, on peut avoir un impact sur les factures tout à fait direct, d'où l'importance à la fois d'engager la rénovation et en même temps la réduction des factures pour les ménages et pour les entreprises et pour les collectivités. Alors au niveau des solutions, bon, je dirais que globalement, on est à peu près tous d'accord, il n'y aura pas une solution unique, il y aura nécessité d'une stratégie du bâtiment segmentée par type de bâti, que ce soit le résidentiel, le tertiaire, l'industriel. Et dans ces solutions, on aura probablement de l'électricité, qui aujourd'hui n'est pas majoritaire, loin de s'en faut, dans le bâtiment, des pompes à chaleur, avec les solutions les plus performantes, donc avec des coefficients thermiques, peu de consommation, beaucoup de chaleur restituée, rapport de 1 à 4 pour la pompe à chaleur, de l'autoconsommation, des réseaux de chaleur et de froid vertueux, c'est-à-dire à partir de sources qui se décarbonées, de la biomasse, du solaire thermique, le tout combiné avec l'accroissement du pilotage des consommations qu'ont évoqué nos collègues de ICNES, avec qui évidemment on est tout à fait en phase sur la nécessité de mieux donner, aux usagers en fait la capacité d'agir sur leur propre consommation. Alors pour toutes ces différentes solutions, il faut considérer que le sujet du bâtiment est assez vaste. Et qui, bien entendu, on parle d'investissement, en fait, d'investissement des ménages, d'investissement des industriels, et donc c'est de l'argent, c'est beaucoup d'investissement. Pour investir, il faut avoir confiance dans les dispositifs d'aide, donc il faut une vision, nous dirions, pluriannuelle des dispositifs d'aide, c'est-à-dire un minimum de stabilité quand on s'engage dans un projet, savoir que ces aides, y compris MaPrimeRénov', par exemple, en loi de finances, qui est annuelle, eh bien, c'est un problème. Il faudrait qu'on puisse profiter de la PPE et de la SNBC qui vient pour donner un cadre pluriannuel à ces dispositifs d'aide. C'est de l'argent public. Alors, il y en a quand même beaucoup. Donc, MaPrimeRénov', 2,4 milliards, les C2E, pour citer les plus emblématiques, de l'ordre de 4 à 5 milliards. Donc c'est beaucoup d'argent. Encore faut-il que cet argent soit optimisé en termes d'efficacité énergétique, mais aussi en termes d'émissions de CO2, donc de coûts d'émissions évitées, pour rentabiliser ces aides. Et donc nous souhaiterions en effet faire bien du premier coup et aligner tous les dispositifs d'aide sur le Code de l'énergie, l'article 104 du Code de l'énergie, pour que on prenne en compte à la fois dans ces dispositifs d'aide la réduction d'émissions, mais aussi une évaluation sur l'efficacité en termes de baisse des émissions carbonées. Dans ce cadre-là, on peut aussi, alors bon, sur les contrats de performance énergétique, j'y reviendrai, mais on est tout à fait en phase avec l'idée de massifier ces aides. Alors c'est plutôt vrai pour le tertiaire, on va dire, ou les bâtiments publics, où on peut donner une force de levier à cet énorme chantier de la décarbonation du bâtiment. Donc les contrats de performance énergétique sont un levier pour cela, mais on peut aussi avoir à développer, j'y reviendrai, sur les compétences des rôles d'ensembliers qui sont tout à fait souhaitables pour industrialiser à la maille d'un quartier, d'une commune, avec le croisement de données. Alors je voudrais introduire cette question des données. Alors on le voit déjà un peu avec les systèmes de pilotage, mais ça peut aller beaucoup plus
ça peut aller beaucoup plus en termes de fléchage des actions prioritaires de rénovation en croisant les données du bâtiment que les collectivités locales peuvent détenir avec des données type compteur Linky, données de consommation. Donc là, c'est tout un champ de potentiel qui permettrait d'aller chercher les gros gisements potentiels de décarbonation dans le bâtiment. Donc il y a matière à massifier. Je dirais que, alors, sans rentrer dans le débat geste isolé, rénovation globale, parce que je crois qu'il ne faut pas opposer les choses, à l'UFE, nous sommes favorables au parcours de rénovation, c'est-à-dire finalement en 18 mois, 2 ans, sur une durée quand même qui soit maîtrisée, anticiper une rénovation performante par étape au niveau des dispositifs d'aide. Parce que souvent, ces rénovations sont complexes. On ne peut pas forcément investir pour faire la rénovation globale. Et en même temps, investir et dégager de l'argent public sur des gestes simples, ce n'est pas forcément ensuite une garantie de performance sur l'efficacité énergétique et sur la baisse des émissions de CO2. C'est pour ça que nous pensons qu'il faudrait pouvoir faire une bonification des aides de MaPrimeRénov' dès lors que les gestes sont engagés dans une logique de parcours de rénovation dans un temps limité. Alors, ça renverra évidemment à la question des professionnels, je vais y venir, pour accompagner ces parcours performants, mais effectivement, nous sommes favorables au principe d'une rénovation par étapes. MaPrimeRénov', si on veut être dans une logique d'évaluation qui est celle que vous suggérez, probablement qu'il faudrait encourager le changement d'étiquette. Si on veut évaluer le résultat d'une aide accordée sur la base de l'efficacité énergétique et de la baisse des émissions de CO2 en une fois, donc qui intègre un critère carbone, le passage d'une catégorie de DPE à une autre peut être un élément objectivant de performance de la rénovation faite. Le DPE existe et c'est un outil qu'il faudrait pouvoir développer à cet égard. Sur le dispositif des C2E, alors le dispositif est assez complexe. En effet, la question est assez onéreuse finalement. Donc la question qui vient est la qualité des travaux réalisés. Alors je sais que c'est un sujet qui préoccupe votre commission. En effet, il peut y avoir des éco-délinquants qui cherchent les effets d'aubaine de ces dispositifs d'aide. Donc c'est vrai que c'est pour nous une grosse préoccupation, parce que plus le dispositif est complexe, plus il y a des moyens d'interférer dans ce type d'aide et finalement de nuire à la confiance des ménages ou des entreprises dans la capacité à être accompagnés. Alors l'accompagnement, évidemment, c'est très important. Donc France Rénov', donc il y a une consultation en cours en 2023 pour changer un peu de mode d'accompagnement avec un accompagnement qui associe l'ANA, les collectivités. Bon, ça, on va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, l'accompagnement est assez complexe dans ces aides et difficile à appréhender pour les ménages notamment. Donc on va voir ce que ça va donner, c'est nécessaire. Mais sur la question des contrôles, là c'est un point que je voudrais souligner. Aujourd'hui, les dernières évolutions législatives et réglementaires sur les C2E sont plutôt attachées au contrôle sur les demandeurs de C2E, c'est-à-dire les obligés. Or, les demandeurs de C2E, ce sont les fournisseurs, mais qui n'ont pas les moyens en fait, de vérifier la qualité des travaux réalisés. Et donc ça, c'est une recommandation que nous souhaitons faire, c'est qu'en effet, le meilleur contrôle possible est celui qui touche les premiers maillons de la chaîne de valeur, c'est-à-dire les artisans finalement qui font les travaux. Alors, ce n'est pas pour que les fournisseurs se défaussent sur les artisans, mais en même temps, nous ne sommes pas des professionnels des travaux. Et c'est important que les travaux ne soient pas des contre-références et aussi d'écarter les éco-délinquants. Donc comment faire sans se défausser? C'est effectivement par la formation, c'est peut-être aussi par le renforcement du label RGE, par des politiques de contrôle avant travaux, après travaux. Donc c'est pour ça que les rénovations performantes par étapes, c'est très intéressant.
Voilà, donc le label RGE peut être, à partir des retours d'expérience, tant des C2E que des travaux et des contrôles qui sont réalisés, être un moyen de renforcer les travaux, la qualité, par les artisans eux-mêmes. Alors, sur la formation, ça c'est un point absolument clé. On risque d'avoir un goulet d'étranglement. Alors, nous avons fait à l'Union française de l'électricité un EDEC, un contrat emploi prospective et compétences, de la production jusqu'à l'aval de cette filière, donc avec les électriciens du bâtiment. Bon, le bâtiment, ça compte presque pour un quart des emplois de la filière électrique. Donc, sur 600 000 emplois aujourd'hui, c'est près de 220 000 emplois. Donc, c'est dire que c'est tout à fait conséquent. Et on a projeté la PPE actuelle, donc qui va être révisée. Donc, à la PPE actuelle, à l'horizon 2030, c'est plus de 80 000 emplois, donc c'est un chiffre très important, 80 000, peut-être jusqu'à 100 000 emplois qui vont être créés d'ici 2030. Donc ces emplois, il est important que nous intégrions dans la formation de ces emplois pour lesquels nous savons qu'il y a des déficits sur le plan de l'attractivité, donc nous avons besoin... Alors peut-être de stages, enfin tout ce qui va être fait autour de l'enseignement professionnel est très important, mais surtout la formation, c'est pas que la formation initiale, c'est aussi la formation continue, c'est former tous les chauffagistes, fuelistes ou gaz sur des nouveaux équipements, donc les nouveaux équipements par exemple pompe à chaleur ou géothermie. C'est absolument clé qu'on forme sur les nouvelles technologies bas carbone pour pas avoir une guerre de retard. Et d'autre part, il y aura une numérisation grandissante avec la pilotabilité des équipements, nous en avons parlé, donc ça doit être aussi le digital intégré dès l'amont dans les formations. Et aussi, on doit moderniser ces formations avec la question de la traçabilité des opérations des travaux. Si on veut aller vers des opérations par étapes performantes, il faut qu'il y ait une certaine forme de traçabilité. Donc ça, c'est aussi avec le datage numérique, les photos post-travaux, les signatures électroniques, on peut avoir toutes sortes de dispositifs qu'il faut intégrer dans les formations. Donc sur les formations, il y a Programme C2E, FEBAT, il y a Calipac, il y a un certain nombre de choses qui existent, mais probablement qu'il faudrait avoir une ambition plus intégratrice de ces formations et les rendre plus visibles. Alors, il y a un dernier point que je souhaite aborder, c'est l'accompagnement des ménages, parce que la question à la fin, c'est aussi le reste à charge. Donc sur les barèmes d'aide, bien sûr, on peut s'attacher à avoir un reste à charge nul pour les ménages modestes en combinant plusieurs dispositifs, MaPrimeRénov', mais aussi aide Habiter Mieux Sérénité de l'ANA ou les C2E précarité. Donc il y a plusieurs types d'aides, mais effectivement, d'où l'importance de bien intégrer ces aides pour arriver à un reste à charge nul pour les ménages les plus modestes. Pour autant, nous pensons qu'il faudrait aussi renforcer les barèmes d'aide. Alors, peut-être pas à tout le monde, mais au moins à des ménages aux revenus intermédiaires. Alors, je ne vais pas rentrer dans les déciles, etc., mais les classes moyennes, certaines peuvent avoir aussi besoin d'avoir un accompagnement dans les dispositifs, notamment de MaPrimeRénov'. Même si le reste à charge n'est pas nul, il faut néanmoins ouvrir ces dispositifs et pas les limiter qu'aux ménages précaires, comme c'est le cas aujourd'hui, un petit peu restrictivement, si on veut vraiment soutenir cet effet de levier sur les ménages. Je m'arrêterai là dans un premier temps et je me tiens à votre disposition pour approfondir tel ou tel point. Merci beaucoup. Donc, il nous reste maintenant Monsieur le délégué général de France Gaz. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, de nous laisser la parole. Peut-être je vais commencer par donc France Gaz, c'est l'ensemble de l'industrie gazière. On s'inscrit, nous, dans une double baisse et puis une forte hausse, baisse des consommations et puis baisse du gaz fossile, et puis une forte hausse qui est la hausse du gaz renouvelable, le biogaz, on en a parlé, mais demain aussi, tous les gaz issus des déchets sur lesquels on commence à travailler et qui ont un bel avenir. Voilà, donc j'y reviendrai dans mes propos. Je vais parler donc du chauffage, avec un peu la question à quoi pourrait ressembler un parc, je dirais, performant.
Peut-être que quelques conditions qui ont été certaines ont été évoquées par mes voisins. La première, c'est de résoudre tous les freins que rencontrent nos citoyens, en particulier la question du reste à charge, qui est un vrai problème. Alors peut-être une incise sur le fait que le bouclier tarifaire gaz s'arrête, ce qui est une bonne chose, parce qu'il s'arrête parce que, je dirais, les prix du gaz ont baissé, et que voilà, ce qui montre que l'industrie gazière a su aussi réagir à la crise en Ukraine, et que toute la hausse des prix n'est pas due évidemment que au gaz, même si le gaz a connu des hausses fortes. Voilà, donc ce bouclier tarifaire va être supprimé, et ce qui montre que les prix du gaz sont redevenus à des niveaux qui sont, je dirais, plus acceptables, ce qui n'était pas évidemment l'année dernière. Peut-être l'autre chose, c'est que, comme l'a dit Christine, il s'agit aussi d'augmenter assez fortement le nombre de rénovations globales, qui est une bonne chose, même si on n'est pas du tout opposé aux rénovations, je dirais, par geste. Mais c'est vrai que le nombre de rénovations globales, l'augmenter assez fortement, c'est un point important. Il faut aussi lever quelques freins administratifs dans le secteur du bâtiment. Donc j'en ai parlé, trouver un système qui permet que le reste à charge soit couvert le plus possible. Peut-être cibler les bâtiments les moins performants, les F et G évidemment, et les passer en CED avant tout. Concernant le DPE, c'est le fiabiliser aussi. Les mesures de DPE ne sont pas toujours fiables, et donc ça donne lieu à des disparités, donc fiabiliser le DPE. Et puis sur les C2E, tu en as beaucoup parlé, Christine, il s'agit aussi de les simplifier. Donc je suis d'accord avec ce qui a été dit. Peut-être il s'agit de les simplifier et d'en mesurer aussi l'efficacité entre les TWh CUMAC qui sont annoncés, et puis les TWh CUMAC qui sont effectivement mise en œuvre. Ça vaudrait peut-être le coup de regarder. L'ADEME avait produit il y a quelque temps un rapport disant que il y avait quand même un écart important. Voilà. Et puis les laisser sur l'objet qui les concerne, les C2E, c'est les certificats d'économie énergétique. Donc nous, on est plutôt partisans de ne pas mélanger efficacité énergétique et puis la décarbonation qui est par ailleurs très utile. Peut-être sur le bâtiment proprement dit, une alerte, je dirais, les recettes faciles sont souvent impossibles. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, tout électrifié n'est pas envisageable, et ça conduit à une impasse technique. On a, je dirais, ces derniers temps, eu des rumeurs d'interdiction du gaz dans le bâtiment qui ont plus ou moins disparu, qui se sont transformés en proposition de limiter fortement le gaz dans le bâtiment. Je pense qu'on peut encore évoluer un petit peu, parce que dans certains cas, je dirais, il y a des cas où les options manquent pour remplacer le chauffage au gaz. Je vais citer 3 exemples, mais ces 3 exemples, il pourrait y en avoir d'autres. Dans les immeubles collectifs, le type haussmannien avec toit de zinc, alors je le cite parce qu'on est à Paris, mais on pourrait faire des comparaisons dans d'autres villes. C'est pas très simple d'aller mettre, je dirais, autre chose que du gaz. Et en milieu rural aussi, quand le fioul est interdit, quand, je dirais, le réseau électrique n'est pas toujours suffisamment dimensionné. N'oublions pas que 25 000 communes aujourd'hui ne sont pas raccordées au réseau de gaz et ont pourtant du gaz. Dans ces milieux-là, je dirais, des solutions trop rapides, en tout cas, pèseraient sur l'ensemble des ménages. Et puis dans l'ancien mal isolé, c'est pareil, les solutions ne sont pas très simples. Il y a un enjeu aussi autour de financement, je l'ai dit, et plus généralement de l'entretien des systèmes de chauffage. Les systèmes de chauffage sont des choses qui nécessitent de l'entretien, ça a été dit également. Il s'agit aussi de tenir cet entretien dans la durée. Voilà. Et donc certaines solutions gaz, en particulier les chaudières à très haute performance énergétique, ont des entretiens qui sont, je dirais, relativement simples et faciles. Peut-être noter que l'ensemble des aides ne couvre généralement pas
tous ces mécanismes d'entretien. Et donc c'est aussi important dans la durée d'avoir ce point-là. Sachant que les systèmes de chauffage sont des systèmes qui durent, et par exemple pour les locataires, quand on change, quand un locataire arrive dans un immeuble ou un appartement, il récupère le système de chauffage qui existe, y compris ces charges d'entretien qui peuvent être importantes. Un point sur la sécurité d'approvisionnement énergétique globale. Notre avis, c'est que ce point-là continuera à se poser jusqu'en 2035 au moins, et l'arrivée des nouveaux réacteurs nucléaires. Juste peut-être un zoom sur le récent rapport de la Creux, qui a fait une hypothèse, puisqu'on est dans l'hypothèse, imaginons qu'on interdit complètement le chauffage au gaz. Donc la Creux a fait l'exercice partiellement, en se disant, si j'interdis complètement le chauffage au gaz, quel est l'impact sur la pointe électrique? Le rapport conclut que ça fait 35 gigawatts supplémentaires en hiver, sachant que le rapport ne prend pas en compte le gaz que j'ai mentionné tout à l'heure, le gaz qui n'est pas dans le réseau. C'était la Creux, c'était que le gaz en réseau, et donc là, à ça, il faut rajouter à peu près 8 gigawatts pour les besoins hors réseau. Donc ça fait un total de 43 gigawatts. Voilà, l'équivalent de plusieurs réacteurs nucléaires. Voilà. Donc on est convaincu qu'il faut en partie électrifier, il ne faut pas aller trop vite, il faut le faire au rythme, je dirais, qui est permis. Je pense que dans tout ce qu'on regarde, il faut aussi regarder l'effet climatique. C'est important, mais il faut bien le regarder en cycle de vie, et pas juste, je dirais, juste derrière le système de chauffage. Donc ça, c'est aussi important pour l'ensemble des moyens. Typiquement, si on remplace un chauffage gaz direct, et je vais parler dans un instant du gaz renouvelable, mais par, je dirais, l'équivalent électrique, et si la solution n'est pas performante, évidemment, avec le rendement des centrales à gaz de 50%, on perd en rendement, et je dirais, il vaut mieux utiliser le gaz au plus près de ses besoins quand on en a besoin. On peut le mettre aussi dans les réseaux de chaleur, on est d'accord. Peut-être un point, donc j'en arrive au gaz renouvelable, vous dire d'abord avant les volumes que la filière gaz renouvelable donc, se développe, mais elle répond aussi complètement à l'enjeu du Made in France. C'est une filière qui est très française, aujourd'hui très agricole, avec des sociétés qui développent les méthaniseurs, qui au début ont récupéré des technologies allemandes. On n'a pas utilisé le modèle allemand. Par contre, on a récupéré les technologies allemandes. Aujourd'hui, ces mêmes sociétés exportent, parfois en Allemagne, en Italie, aux États-Unis. Et donc, je dirais, la technologie qu'on a développée avec nos 500 méthaniseurs, aujourd'hui, le gaz renouvelable, c'est 10 TWh, 500 méthaniseurs. Et donc, cette technologie, elle commence à s'exporter au point que certains réfléchissent à faire que de l'export parce qu'on a là, provisoirement, un problème sur les tarifs. Sur la méthanisation, parce que les méthaniseurs ont connu une forte hausse liée à la problématique sur les prix de l'énergie l'année dernière. Voilà, les méthaniseurs ont des mélangeurs qui sont alimentés à l'électricité. Nos tarifs n'étaient ni indexés ni sur l'électricité ni sur l'inflation. Il y a eu une forte inflation et je dirais ils ont aussi subi la hausse des coûts de l'énergie. Et donc on est en train de relancer, mais devant l'absence de hausse des tarifs sur lesquels on craignait il y a 6 mois, voilà, certaines sociétés se sont tournées vers l'export et réfléchissent à... voilà, si je cite un exemple, Prodeval, il se trouve que ceux qui sont à la tête sont franco-italiens et donc ils réfléchissent à installer leurs usines en Italie ou en France. Donc c'est concrètement que se jouent les emplois et la filière. Sur le gaz renouvelable, j'en ai déjà un peu parlé, donc je vais aller vite. Je vous ai dit 10 TWh de capacité aujourd'hui installée. Ce n'est pas exactement la capacité qui a été produite l'année dernière, un peu moins, parce que les méthaniseurs se mettent progressivement en route, mais sur une année pleine, ça ferait 10 TWh. La filière estime que 20% de gaz renouvelable est tout à fait atteignable à l'horizon 2030. Ça ne se fera pas qu'avec de la méthanisation, mais c'est à peu près une 50aine de TWh en méthanisation, donc 5 fois plus que ce qu'on a aujourd'hui. Le reste,
une dizaine de térawattheures, pourrait être fait à partir de nouvelles technologies innovantes, à partir de déchets, soit de déchets solides, soit de déchets liquides, ou bien de la méthanation. Donc on recombine de l'hydrogène qu'on aura demain et du CO2 pour en faire du méthane de synthèse. Donc toutes ces solutions sont à portée de main. Peut-être après quelques propositions, parce que j'ai dit qu'il y avait des choses qui étaient impossibles, donc en particulier une interdiction trop forte. Et quelles solutions proposer? En gros, quelques idées pour les maisons individuelles. Je pense qu'il serait intéressant que la pompe à chaleur hybride devienne, je dirais, l'appareil installé un peu par défaut. C'est un appareil qui peut être, je dirais, on en a parlé ici au Sénat, vous êtes alimenté par une... Alors c'est de la géothermie, la pompe à chaleur marche avec la géothermie, mais il y a un complément gaz qui reste important. Et je dirais cette dualité est importante. Donc le fait que dans les plus petits appartements, ce n'est pas de la géothermie, c'est plutôt de la pompe à chaleur électrique avec un complément gaz. Mais je dirais le fait d'avoir ces pompes à chaleur permet de résoudre le problème de la pointe et puis le problème de... l'arrivée du gaz renouvelable. Pour les immeubles, en l'absence de solutions alternatives, parce que, comme j'ai dit, de temps en temps, il n'y a pas de solution alternative, je pense que encourager le remplacement des chaudières à très haute performance énergétique permettrait une réduction assez rapide. Donc si vous passez d'une chaudière gaz classique à une chaudière gaz très haute performance énergétique, c'est à peu près 30% d'économie. Voilà, sachant que pour avoir les chiffres sur 11 millions de clients gaz, 11 millions c'est sur 30 millions à peu près de logements, donc 36%. Vous en avez, alors que je vous cite les chiffres exacts que j'ai amenés, donc sur 10,8 millions, vous en avez 3,3 qui sont des immeubles collectifs chauffés individuellement, et puis 2,5 qui sont des logements collectifs avec chauffage collectif. Donc vous voyez les chiffres, et ces chiffres-là, je dirais privilégier les solutions à très haute performance énergétique nous semble aussi intéressant. Et puis peut-être un dernier point, ne pas négliger les problèmes de voisinage dans la rénovation énergétique, donc faire attention à ce que la facture énergétique soit jouable, mais aussi ne pas négliger les problèmes de voisinage qui sont aussi importants. Et puis en conclusion, je dirais que nous sommes convaincus, France Gaz, qu'avec malgré toutes les contraintes qu'on a identifiées, la transition énergétique, elle ne peut être que progressive et puis accompagnée. Il faut qu'elle soit socialement acceptable. Je pense que les Français sont prêts à faire beaucoup. Tout l'enjeu autour de la sobriété l'a montré. Sont prêts à faire beaucoup. Mais encore faut-il qu'elle soit socialement acceptable, que ce soit acceptable partout. J'ai parlé du milieu rural. Voilà, il faut que ce soit vraiment acceptable partout. Et un peu à la question que je posais au début, là, à quoi notre parc de chauffage devrait-il ressembler, c'est... avec un mix énergétique qui intègre toutes les solutions. Il y a eu beaucoup de solutions proposées aujourd'hui. Je pense qu'elles sont toutes intelligentes. Voilà, il s'agit d'en exclure aucune et de permettre à nos concitoyens de se chauffer, je dirais quelque part, le plus efficacement possible, tout en s'inscrivant assez fortement dans la décarbonation de notre énergie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Vous avez déjà, merci pour vos différentes interventions, parce que c'était déjà très précis. Moi, j'avais peut-être une petite question sur la question du pilotage, en fait, de ce que vous avez expliqué, mais je crois que ça a été abordé par monsieur sur la question de la maintenance, en fait, et c'est vrai que cette partie-là, en tout cas, me paraît à chaque fois importante, parce qu'à partir du moment où on a du pilotage, c'est vrai que tout se passe bien. Sauf quand du coup on s'en occupe plus, que ça se dérègle, etc., et que les choses ne fonctionnent plus. Donc le fait d'avoir en tout cas, d'associer en tout cas la question de la maintenance, ça me paraît quelque chose d'important. Sur la question de géothermie, moi ma question était plus sur
En fait, en gros, comment évaluer, parce que c'est vrai que c'est des coûts qui sont quand même relativement importants, que sur de l'individuel, ça reste quand même des coûts. Alors, vous l'avez bien expliqué que du coup, on avait un retour assez rapide. Mais en gros, à quel moment et est-ce que vous faites à chaque fois des études sur justement l'intérêt d'un collectif, quoi, et à quel moment, entre plusieurs installations individuelles ou l'opportunité en fait d'avoir un réseau de chaleur dans un secteur peut basculer, parce que c'est vrai que si on reprend le système d'aide tel qu'il est fait pour les pompes à chaleur ou pour autres, ça favorise pas tellement ça, quoi. On est plutôt sur de l'individualisation et en fait de ne pas aller forcément sur des équipements qui seraient plus collectifs. Donc savoir voilà si vous aviez réfléchi à ça. Sur le réseau de chaleur aussi, j'ai une question sur les questions de réseau froid, parce que vous n'en avez pas parlé. Donc je sais qu'il y en a très peu, je crois. Enfin, en tout cas, c'est pas encore totalement développé. Mais savoir si pour vous, c'est quelque chose plutôt de pertinent à développer. On a parlé du confort thermique d'été, qui était une vraie problématique et qui était mal intégrée, en tout cas actuellement, dans le DPE et dans la réflexion globale sur la rénovation thermique. Est-ce que du coup, les réseaux froids peuvent être aussi une alternative dans certains cas et quand c'est possible, à condition qu'on travaille aussi évidemment sur la question de l'enveloppe. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui m'intéressait. Je regarde si j'avais... non, il me semblait, voilà. Et puis après, sur la question plutôt gaz, c'est vrai que je partage assez... c'est vrai qu'il y a peut-être une dérive, en tout cas... Une alerte à avoir pour aller visiter quelques méthaniseurs. C'est vrai que quand on a un réseau de gaz et que du coup on ne subventionne plus de chaudière gaz dans ces secteurs-là, c'est vrai qu'on va plutôt favoriser de la pompe à chaleur. On peut se demander un petit peu la pertinence en fait des orientations qui sont mises, surtout qu'en général quand il y a un méthaniseur, c'est plutôt quelque chose qui a été travaillé à l'échelle locale. Donc c'est vrai que à chaque fois se pose la question en fait de se dire est-ce qu'on ne devrait pas avoir des financements et des orientations plutôt locales et en fonction justement des ressources et en fonction de l'existence en tout cas des moyens de chauffage qu'on peut avoir localement. Voilà, merci. Alors, qui commence, Inès? Alors sur le sujet pilotage et maintenance, en fait, il y a dans le cadre du plan sobriété 1, en fait, on avait avec l'UFE poussé une mesure qui était effectivement d'intégrer en fait les solutions de pilotage dans les entretiens annuels en fait du chauffage et de la climatisation. Donc c'est un décret qui est paru et qui est aujourd'hui actif. Et donc aujourd'hui, dans le cadre des contrôles annuels, en fait, la personne, on a élargi en fait son scope d'intervention et il viendra vérifier en fait que vos systèmes de pilotage sont aussi toujours en fonctionnement, toujours adaptés, avec les bonnes mises à jour logicielles, etc. Donc ce temps, il a été créé. Aujourd'hui, dans le cadre des logements, et c'est une bonne chose. On rejoint aussi, la performance, c'est pas un hasard, ça demande aussi du capital humain. Donc nous, on partage pleinement l'idée, c'était d'ailleurs une proposition aussi de notre filière électrique, d'intégrer en fait dans les dispositifs d'aide tout ce qui va concerner le commissionnement, les énergie managers et tout ce qui va concerner globalement la maintenance. Parce que c'est un élément clé en fait de qualité, en fait, de maintenir les équipements plus longtemps en termes de durée de vie, ce qui est important en termes carbone aussi et d'économie circulaire, et puis de s'assurer que ça fonctionne bien et que les performances sont au rendez-vous. Donc investir dans le capital humain et le reconnaître comme éligible aussi dans les aides, ça nous paraît un point important. Et pour compléter techniquement, aujourd'hui toutes les applications sont connectées. Donc on a une mise à jour des applications en temps réel et toutes les interfaces qui ont été développées visent à informer le consommateur et à l'informer justement si on observe une dérive quant à la programmation de l'application ou si on observe une dérive quant à la surconsommation d'un usage. Donc le but, c'est de renforcer les interactions également avec les usagers pour pas que ça soit une application inerte mais qu'elle vive avec l'évolution de l'usager dans son logement. Alors, je vais prendre la question sur le coût et le côté individuel versus collectif de la géothermie. Donc, on estime aujourd'hui qu'il y a environ 200 000 maisons, logements individuels connectés à peu près, donc 195 000. Et de plus en plus, en fait, ce qu'on voit, c'est des logements collectifs
que ce soit pour le bailleur ou de la copro en moindre mesure. Donc entre 200 et 250, 300 000 logements connectés à cette géoénergie, donc cette petite géothermie. Il y a eu une baisse drastique du nombre de maisons connectées à partir de 2008, et surtout parce que les aides aux individuels sont tombées. Donc on est passé de 22 000 installations par an à 3 000. Et on est à peu près là-dessus. Maintenant, pour compenser un petit peu ça, et on passe sur de plus gros objets. Donc aujourd'hui, les projets de géoénergie sont en train de... La puissance installée est beaucoup plus grande qu'avant. Donc on passe sur de la copro, sur du bailleur, sur des objets plus gros. Et notamment sur de la boucle d'eau. On en a parlé. Donc là, on est sur des petits réseaux. Donc là, ça se passe, on a plusieurs exemples de ce type. On a sur Issy-les-Moulineaux, sur Nanterre, et un sur lequel je voudrais revenir, et ça va rebondir sur le froid aussi, c'est le réseau Euromed, donc à Marseille. Donc là, on est sur de la thalasso aussi. Donc c'est utiliser l'eau de mer notamment, donc pour faire du chaud et du froid. Et la condition qui a été mise, c'était que ce confort climatique d'été ne devait pas se faire au détriment de l'espace public, ne pas privatiser le confort d'été, et donc ne pas contribuer aux îlots de chaleur. Et en fait, en mettant cette petite phrase, la collectivité, c'était forcément de la géothermie qui allait être mise. Donc c'est vraiment pour l'adaptation au changement climatique et le confort d'été, c'était vraiment la petite phrase qui allait bien. On pourrait citer également le village olympique Pleyel qui va se mettre à la géothermie aussi, etc., etc. Donc, et là-dessus, je vais laisser Armelle rebondir aussi, mais sur les objets de géothermie s'agrandissent. Et la boucle d'eau, donc c'est vraiment la mutualisation de besoins, c'est-à-dire que sur une boucle d'eau, on va avoir des bâtiments qui vont avoir besoin de chaud, d'autres qui vont avoir besoin de froid. Et en mettant tout ça dans une boucle d'eau qui va circuler entre 15 et 20 degrés, et bien c'est la meilleure façon en fait de faire du chaud et du froid avec une sous-station en général par ensemble de bâtiments. Et ces objets grandissants, il y a une demande qui va être de plus en plus critique, c'est que cette géoénergie, elle a le bon goût d'être régie par un décret, celui de la GMI, la géothermie dite de minime importance, que j'appellerais moi la géothermie dite de maximum impact, en gardant les mêmes initiales. Donc cette GMI-là, elle est régie par ce décret qui fait qu'on peut faire juste une télédéclaration, parce que le risque est minime. Et en fait, cette télédéclaration, elle est valable jusqu'à 500 kW de géothermie installée sortie du sol. Et ces gros objets font plus que 500 kW, et c'est heureux qu'ils fassent plus de 500 kW. Le risque est extrêmement minime, et en fait, pour ces gros réseaux-là, on va aujourd'hui être obligé de passer par une instruction au code minier, et donc, donc de prendre 18 mois, voire plus, pour pouvoir sortir ces projets qui finalement peuvent ne pas se faire parce que le délai est trop long. Et donc, il y a tout un tas d'études qui montrent que le risque est minime, notamment quand on est sur certains types de technologies dites sur sonde, pour permettre la mutualisation de ces besoins et de passer plutôt sur ces boucles d'eau. Je te laisse compléter sur le côté microgrid. Merci. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la prise de terre, on va chercher à l'équilibrer. Donc, on ne va pas prendre que du chaud ou que du froid. C'est-à-dire que sur une année, on va vouloir du chaud, du froid, pour qu'elle marche de manière la plus efficiente possible. Ensuite, quand on va faire un investissement, ce qui va coûter, c'est les sondes. Ce qu'on a intérêt à faire, j'ai envie de dire, c'est à saturer le sous-sol pour avoir la capacité à venir prendre le plus de calories et de frigories que le sol peut nous délivrer. Mais ça ne correspond pas forcément aux besoins du bâtiment qui est en surface. Donc je dirais que structurellement, on va avoir tendance à démarrer des microgrids pour venir proposer de l'énergie aux bâtiments qui sont voisins. Voilà. L'avantage de ça, c'est qu'on ne reste pas bloqué sur une technologie. Quand on va vouloir aller étendre ce microgrid, on peut très bien choisir de prendre de la chaleur fatale qui peut être produite de manière continue, mais qui est souvent produite de manière intermittente, dans le sens où quand on va vouloir remplacer
un équipement, et ben à ce moment-là, il n'y aura plus de chaleur qui sera produite par cet équipement. Donc c'est bien parce que ça permet aussi de venir à ce que faire le fond, cette géoénergie, et de venir compléter ensuite par toutes ces solutions de récupération de calories ou de frigories qui, elles, sont intermittentes, et ce qui est un frein actuellement, parce que les propriétaires de ces calories et de ces frigories fatales n'ont pas du tout envie de s'engager sur une production continue. Voilà. Et donc, typiquement, nous avons des projets où nous savons que ça va continuer à se développer, et nous investissons dans un premier champ de sonde, et puis ensuite on a déjà prévu d'investir dans un deuxième, troisième, quatrième champ de sonde à côté, et de mettre tout ça en connexion. Si on continue dans l'ordre. Oui. Donc sur le sujet de l'individuel versus le collectif. Clairement, à la FEDEN, on est des apôtres du collectif parce que pour nous, on mobilise des énergies qui sont quand même techniques, et que par conséquent, c'est plus facile de les amortir sur un ensemble de bâtiments que sur un seul bâtiment. Maintenant, ça dépend vraiment de la typologie urbaine. Et donc ça renvoie à de la planification territoriale. Et là, c'est les élus qui ont la main. Et ils l'ont d'autant plus qu'il existe maintenant un décret qui s'appelle le décret classement des réseaux, et qui vous permet, quand vous êtes maire, maître d'ouvrage d'un réseau de chaleur vertueux, de planifier les zones où vous voulez développer le réseau. Si vous voulez développer le réseau dans des quartiers qui sont en train de se construire, vous les intégrez à votre cartographie, et ça vous permet d'imposer aux bâtiments neufs, aux bâtiments qui subissent une très forte rénovation énergétique, de se raccorder au réseau. Ça s'applique uniquement aux bâtiments neufs et fortement rénovés. Donc, voilà, si ça a du sens d'un point de vue urbanistique, parce qu'on va vraiment développer un quartier dense, vous avez la possibilité de le faire. En revanche, dans les zones plus pavillonnaires ou avec moins de densité, là où le réseau de chaleur a moins de sens économique, vous pouvez dire clairement non, là, je ne porte pas de développement du réseau de chaleur jusque-là. Voilà. Donc c'est un dispositif qui est décrié par certains parce qu'ils disent que ça impose une technologie. On s'inscrit totalement en faux parce que le maire n'est pas obligé de classer son réseau. C'est une décision du conseil municipal de le faire ou pas. Après, sur les réseaux de froid, ça a été très bien dit. Moi, je ne trouve pas idiot que quand on crée un nouveau réseau, il y a un petit problème quand on crée le réseau, c'est qu'il faut ouvrir les trottoirs. C'est pas toujours très, très populaire. Quitte à le faire, autant faire le chaud et le froid. Et vraiment, vous disiez qu'il n'y en a pas beaucoup. Effectivement, il y a 33 réseaux de froid uniquement en France. Ils sont développés essentiellement sur des zones tertiaires. La Défense, le centre de Lyon. Parce qu'on considérait à l'époque, et l'ADEME considérait que la climatisation, en règle générale, c'était un gâchis d'énergie. Ce qui pouvait se comprendre dans un monde où on n'était pas à plus 4 degrés. À partir du moment où on est en chemin vers les plus 4 degrés, qu'est-ce qui se passe? On est en train de le constater tous les jours. Il suffit de prendre les statistiques de vente d'équipements d'Uniclimat. Ce qui se vend comme des petits pains, c'est les climatiseurs de base. Et le climatiseur de base en zone urbaine dense, c'est beaucoup de consommation électrique, parce que c'est souvent des équipements chinois pas performants. Et puis c'est un petit défaut, c'est que ça met du froid dans le logement, mais ça rejette du chaud à l'extérieur. Donc pour l'îlot de chaleur, ça le fait croître et embellir. Donc voilà, je pense qu'il y a du potentiel pour les réseaux de froid, pas forcément des grands réseaux, parce que ceux-là, ils sont plutôt faits déjà dans les zones tertiaires, mais un peu par un effet tache d'huile, en partant de bâtiments qui ont vraiment besoin de froid, typiquement les hôpitaux, et ensuite en allant raccorder un certain nombre de bâtiments aux alentours. Et donc on a les solutions de la géothermie, on a les solutions, tu as mentionné la thalassothermie, il y a un réseau de chaleur et de froid qui vient d'être mis en service à Annecy, où c'est le lac. À Paris, c'est l'eau de la Seine, qui permettent d'alimenter fraîcheur de Paris. Donc là aussi, on a une belle palette de sources renouvelables pour la fabrication de ce froid. Peut-être un commentaire, juste en prenant un peu de recul, au-delà de 2030, 2050.
Le bâtiment, un bâtiment neuf, c'est peut-être plus de 50 ans. Un équipement chauffage, réseau de chaleur, c'est donc les choix qui sont faits. Il y a des effets de lock-in, comme on dit dans notre jargon. Enfin, en tout cas, ce sont des choix de très long terme. Et donc, la question du bâtiment, ce n'est pas qu'une question technique, comme beaucoup de sujets qu'on a traités dans le cadre de la transition énergétique. C'est aussi une question de sociologie et de besoins des populations. Alors, on a parlé du confort d'hiver, du confort d'été, avec le réchauffement climatique, l'adaptation, la fonction d'adaptation des bâtiments. Mais il faut aussi intégrer le vieillissement de la population. Je crois que ça a été dit, notamment au regard des pilotages des équipements. Ces pilotages peuvent avoir des multifonctions aussi pour des personnes plus âgées ou à mobilité réduite. Donc ça, c'est des choses, au vu des investissements qu'il faut intégrer dans notre perspective. Et puis, puisque mon voisin parle des Chinois et des lignes de fabrication, ça, c'est aussi un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. C'est d'ici 2050, on a vraiment un enjeu de réindustrialiser nos filières stratégiques. Alors, ça va pour les panneaux solaires. Hein, donc, on voudrait bien reconstruire une filière française et européenne pour justement, avec l'autoconsommation, le solaire toiture, qui va entrer dans ces équipements de bâtiments de demain, pouvoir capter la valeur et les emplois associés et limiter les importations. C'est vrai aussi pour les pompes à chaleur où on a une avance technologique. Et là aussi, on doit, puisqu'il y a un programme de pompe à chaleur au niveau européen dans le Repower EU très important, on doit s'attacher aussi à créer les conditions, alors industrie verte, réindustrialisation, sur la chaîne de valeur de ces équipements pour en capitaliser la valeur pour nos économies et puis pour notre société, effectivement. Je parle en dernier, encore une fois. Pardon. Mais merci de vos propos, monsieur le rapporteur. Effectivement, on est convaincu que les solutions de gaz renouvelables, c'est vraiment des solutions, je dirais, régionales, qui sont aujourd'hui développées dans les régions et qui marchent bien, qui a une vraie cohérence à avoir. C'est vrai que tant à 2030 qu'à 2050, l'histoire qu'on raconte, elle doit être, je dirais, cohérente et bien comprise. Et c'est vrai que l'utilisation du gaz renouvelable produit par les méthaniseurs, le plus logique, c'est qu'elle soit très locale. Je parle des certains qui injectent dans le réseau. Il y a aussi des méthaniseurs qui aujourd'hui produisent de l'électricité et de la chaleur, qui font du biogaz mais sans injecter dans le réseau. Il y a certains méthaniseurs qui ont même construit derrière un petit réseau de chaleur. Parce que c'est local et ils chauffent, alors c'est pas forcément une grosse quantité, mais ils chauffent quand même les quelques maisons autour. Et je pense qu'il y a une vraie cohérence et une vraie histoire, je dirais, humaine et sociétale à raconter, et que c'est important dans les décisions qu'on a, que cette histoire, elle soit comprise par nos concitoyens. Je parlais tout à l'heure du reste à charge, mais c'est aussi la cohérence d'ensemble de ce qu'on décide qui me semble important, et les gaz renouvelables vont clairement dans ce dispositif-là. Peut-être qu'il faut aussi aller jusqu'à prendre des décisions sur la rénovation énergétique qui ne soient pas les mêmes en fonction du potentiel de production de telle ou telle énergie et globalement du potentiel qu'on a dans telle ou telle région. Pas d'autres questions? Vous n'avez rien à rajouter les uns les autres? Je crois qu'on a été... Oui. Je ne vais pas vouloir allonger, mais juste, comme ma voisine a parlé emploi et que j'avais oublié de le faire, pour vous donner juste le chiffre de 60 000 emplois supplémentaires dans les économies d'énergie et la chaleur renouvelable et de récupération à horizon 2030. C'est notre estimation, 60 000. C'est un peu plus modeste que l'électricité. Voilà, et du coup, je vais citer un travail qu'on a fait en commun, parce que Christine a parlé de l'EDEC. On a fait un EDEC gaz et réseau de chaleur associés. Donc dans les 60 000, il y avait, en gros, on a 260 000 emplois dans ces territoires. Et donc tout un EDEC est effectivement un grand enjeu de formation, de compétences dans les territoires. C'est ça qui est, je dirais, qui sort de cet EDEC, à peu près enfin ça dépend des scénarios, mais entre à peu près 100 000 emplois qui pourraient être créés, je dirais, à la fois gaz et solutions de chaleur associées.
Eh bien, il me reste à vous remercier pour cette table ronde qui était très complète. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée puisqu'il est déjà assez tard. Merci en tout cas de votre participation.